Et maintenant, on va venir sur un autre problème, sujet brûlant de la société, c'est le problème de la Constitution. Pourquoi vous êtes contre la modification d'une Constitution qui fait que le président actuel est comme un roi? Il décide de tout, rien ne peut se faire. Pourquoi on ne peut pas changer cette Constitution? Commençons d'abord par la révision, parce que tout ça aussi se débat. Est-ce que c'est la révision? Est-ce que c'est le changement? La révision, elle est prévue par la Constitution elle-même, qui a dit l'article 57, l'article 185 ne sont pas sujets à révision. Donc c'est verrouillé dans la Constitution. Donc juridiquement, on ne peut pas procéder à une révision. Maintenant, on dit, si l'on ne peut pas réviser la Constitution, mais on peut la changer. On peut la changer. Et j'entends les dirigeants du PCT, qui sont au PCT, ou qui sont au parti, ou qui sont au gouvernement, dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors là, on peut changer la Constitution. Mais changer la Constitution, il faut une opportunité politique. Il faut expliquer pourquoi on doit changer la Constitution. Et pourquoi on place ce changement à 2 ans de la fin du deuxième mandat du président Sassou, président de la République actuelle. Il y a des questions que l'on pose. L'opportunité politique, elle est où? Toutes les fois qu'il y a eu une constitution dans notre pays, depuis 61, c'était le résultat d'un événement bouleversant dans le pays. En 61, on est sorti des événements de 59, où il y a eu la première guerre fratricide, avec une constitution qui était une constitution teintée un peu encore du parfum colonial. Et en 61, le président Youlou a soumis à référendum la première constitution, parce qu'évidemment, on passait aussi d'un système presque néocolonial à un système, j'allais dire un système maintenant d'indépendance. Et nous avons gardé cette constitution jusqu'au moment où on fait la révolution. En 68. Non, la révolution en 63. 63, pardon. Il y a un bouleversement dans le pays. Cette constitution était caduque. Oui, et on a changé la constitution. Exactement. Mais sans vous interrompre, monsieur, cette constitution qu'on veut changer, qu'on dit réviser ou changer, je ne sais pas, mais je sais que d'autres veulent qu'on change. Et on dit que c'est une constitution taillée sur mesure par les vainqueurs, dont le parti social. Il se trouve que ce sont les vainqueurs eux-mêmes qui veulent la changer. Oui, ils veulent la changer parce qu'ils ont vu que ce n'est plus la réalité. Vous ne voyez pas que quand vous avez dit, Youlou ne voulait plus d'une constitution taillée sur mesure avec les connotations coloniales. Peut-être eux aussi, les vainqueurs, ils vous ont battu en 97. Attendez, ils nous ont battu quoi? Par les armes, c'est ça, non? Oui, par les armes. Non, avec l'appui des troupes étrangères. Hein. Mais vous aussi, vous avez les troupes étrangères. Nous n'avons pas de troupes étrangères. L'UNITA était... Mais jamais, ça n'a jamais, voyez, une comédie comme ça. L'UNITA n'a jamais envoyé un seul soldat à Pascal Lissouba. Ça a été vérifié, oui. Mais parce qu'on dit que votre chute, c'est parce que vous êtes parti voir l'UNITA, c'était comme vous avez agité le chiffon rouge devant un taureau. Pas du tout. Eduardo dos Santos s'est fâché. Notoirement, ils ont eu l'appui des Tchadiens, ils ont eu l'appui de l'armée angolaise. Bon, avec moyens militaires, tout. Ils ont gagné la guerre. Oui, ils ont gagné. Ils ont gagné avec l'appui des forces étrangères. Mais vous aussi, vous en avez. Nous n'en avons pas eu, M. Smith. Vous comptez sur vous-même. Nous comptons sur nous-mêmes. On n'avait pas besoin, justement, d'ameuter le monde entier pour une question intérieure, une question nationale. Nationale. Mais je reviens sur le problème de la Constitution, là. Oui. Eux, ils disent que ce n'est plus le Congo a changé entre 15 ans qu'ils ont au pouvoir. Ils veulent une constitution qui reflète la démocratie congolaise. Et vous dites que mauvaise constitution... Vous voulez dire qu'en 2002, il n'y avait pas la démocratie? Mais c'était post-conflit. La réalité congolaise en 2002 et aujourd'hui n'est plus la même chose. La constitution américaine a 2 siècles, un peu plus de 2 siècles. Mais la société américaine a changé. Oui, mais c'est les États-Unis. Ce n'est pas le Congo. C'est un pays. Mais attendez, c'est un pays. On ne peut pas comparer avec un pays nous, qui a dans 12 ans, nous sommes un pays émergent. Donc nous allons pays émergent dans 12 ans. C'est du sarcasme ou vous croyez que ça serait vrai? Vous êtes sarcastique? Non, je reprends les discours officiels. Dans 12 ans, nous devenons un pays émergent. C'est-à-dire que nous avons le stade de développement des BRICS, du Brésil, de la Russie, de l'Afrique du Sud, de l'Inde. Voilà ce que nous serons. Mais 12 ans, c'est demain. Ça veut dire qu'y compris mentalement, du point de vue des valeurs démocratiques, nous devons nous rapprocher de ces peuples-là. Exactement. Donc, on ne change pas la Constitution parce qu'on veut la changer. Vous ne voulez pas qu'on change. Mais non. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on change? Mais parce que ce n'est pas opportun. C'est une question d'opportunité politique. Mais je vais vous poser une question honnête. Est-ce que, quand vous regardez cette Constitution, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Vous ne me répondez pas oui ou non. Mais écoutez, moi je dis qu'il y a une question d'opportunité politique pour changer. Maintenant, si on veut le débat sera.
on le fait après 2016. Parce que maintenant, ce ne sera pas serein. Donc, ça Ce débat sera... Même si c'est une mauvaise constitution, c'est pas grave, on continue après 2016. C'est dans 2 ans. C'est-à-dire que, je dis, il faut une opportunité politique. Donc, après, toutes les fois, M. Smith, toutes les fois dans notre pays qu'on a changé de constitution, ça considère un événement majeur dans le pays. D'accord. Où on a fait un coup d'État, plusieurs coups d'État. Il y a d'abord la loi fondamentale et puis il y a une constitution qui vient légaliser. Donc, il n'y a pas d'opportunité politique. Maintenant, comme c'est à 2 ans de l'élection présidentielle, je pense que ce débat, il est indécent de l'engager maintenant. Mais et même les esprits sereins n'y arriveront pas à faire le véritable débat constitutionnel que l'on attend. Donc, pourquoi on est si pressé? Mais M. Mabiala, est-ce que votre problème, ce n'est pas parce que vous faites une fixation sur le président de la République? Pas du tout. Non, pas de fixation. La fixation, c'est la constitution actuelle qu'il s'est donnée lui-même et qui fixe le nombre de mandats à 2. Et donc, en 2016, une fois de plus, voyez-vous le ton avec lequel nous nous exprimons. Nous sommes à l'intérieur des institutions. Donc, après, un travail formidable après 2016, on peut changer. Parce que le débat sera plus serein après 2016. Si on fait le débat actuel, on regarde la personne, forcément on regardait la personne du président, on dit on le fait pour lui. Or, le président Sassou, vraiment, s'il veut sortir de belle manière, de manière élégante, ce n'est pas aller rechercher un 3e mandat, sous quelque forme que ce soit, mais par la révision ou par le changement de constitution. Ce n'est même pas lui qui demande, monsieur. Mais qui a demandé? Monsieur le ministre Pierre Mabiala. Excusez-moi de ne pas rire. Pourquoi vous allez rire? Il était avec vous au UPADS. Il est aujourd'hui ministre ministre foncier. C'est la population du Niari. C'est la base. C'est comme De Gaulle en 58. Vous faites le parallèle. C'est comme le De Gaulle en 58. C'est le peuple qui demande ça. Donc vous êtes au-delà du peuple. Vous vous moquez de Mabiala peut-être. Non. Pourquoi vous riez? Non, attendez. Excusez-moi. Oui. Donc Mabiala vous fait... Il a fait un référendum, quoi. Il a une consultation dans le Niari. Oui, Mabiala, c'est une élite du Niari. Et par hasard, c'est un ministre de la République, un ministre du président Sassou, qui lui vient dire: j'ai consulté la population du Niari, unanimement, cette population demande au président de réviser la constitution pour qu'il y reste ad vitam aeternam. Oui. C'est sérieux ça? Vous croyez que c'est sérieux? Comment c'est pas sérieux? Mais c'est pas sérieux. Un ministre de la République, donc il n'est pas sérieux, Mabiala, alors? Non, ce qu'il a fait n'est pas sérieux. S'il est sérieux, mais ce qu'il a fait et dit, je ne pense pas que ça soit sérieux. D'ailleurs, c'est tout ça la défense. Les chefs. Pourquoi les chefs? Finalement, les chefs n'ont pas parlé. Pourquoi ils n'ont pas parlé? Mais parce que lui, il consulte les chefs, les des fonciers. Non, vous savez, pour le détail, je vais vous le donner. Oui, le diable est dans le détail. Les fameux sages à qui on a voulu faire porter cette responsabilité n'en sont pour rien. Ils n'ont jamais écrit un tel document. Ils ont donné un document au président en demandant que le président il reste... Non, je peux vous le dire, et vous pouvez le vérifier, ce ne sont pas les sages. C'est M. Mabiala, le ministre, tout le respect que je dois à un ministre de la République. Mais c'est indécent. Le président est là. Mais pourquoi le président lui-même ne le dit pas finalement? Parce qu'on peut aussi penser, imaginer, qu'en réalité c'est le président qui veut le dire, mais qu'il le dise. Et si ce débat doit avoir lieu, mais que ce débat ait lieu, d'abord au sein de la classe politique, que lui il annonce qu'il a l'intention de changer la Constitution, mais pas passer par des sages ou par les ministres qui auraient interrogé... Le président il est au-delà. Au-delà de quoi? Et aussi, au-dessus de tout cela, il est parti visiter une région. Non. Et Pierre d'abord la Constitution actuelle ne le met pas au-dessus. Ah bon? Non. La Constitution... Le régime présidentiel tel qu'il est ne met pas le président au-dessus de la mêlée. C'est le régime parlementaire qui met le président au-dessus de la mêlée. Or, ils ont refusé le régime parlementaire. Ou semi-présidentiel à la limite. La Constitution de 92 mettait d'une certaine manière le président au-dessus de la mêlée. Mais le régime présidentiel, c'est le président qui est au four et au moulin. Il n'y a pas de premier ministre. Donc en fait, si on voulait même appliquer cette Constitution, c'est le président qui répondrait devant le Parlement. Ah bon? Oui. Mais aux États-Unis, le régime présidentiel, si on doit faire des parallèles, mais le président des États-Unis vient au Congrès pour demander les crédits, pour demander qu'on vote le budget. Il vient, c'est lui. C'est ça qui fait que les ministres ne viennent pas chez vous? Je ne sais pas du tout. Mais donc, enfin, vous ne voulez pas le changement de la Constitution? Parce qu'il n'y a pas d'opportunité politique. Il n'y a pas d'opportunité politique. C'est ça. Voilà, donc... Parce que pour changer, il faut le justifier par un événement dans le pays, on doit changer la Constitution. Et ensuite, il faut attendre véritablement qu'il y ait une demande pressante. La seule constitution consensuelle dans le pays, c'est celle de 92.
Alors, et le président et le pouvoir, le PCT a défendu bec et ongle que l'on ne touche pas à une disposition de la Constitution de 92. C'était d'ailleurs le cheval de bataille. Mais si cette Constitution... Mais parvenus au pouvoir, tout ce qu'ils ont fait, c'est déchirer cette Constitution, la jeter dans les tiroirs. D'accord, donc et ils nous ont sorti d'un régime présidentiel fort. Si j'entends bien, la seule Constitution, c'est celle de 92, donc celle-ci n'est pas une bonne Constitution. Donc on reva au... Non, j'ai dit la seule Constitution consensuelle. Voilà. C'est-à-dire consensuelle. Donc, celle qui ne porte pas la marque du président, c'est la Constitution de 92. Parce que Pascal Lissouba arrive et on lui donne comme des clés d'une maison déjà construite. Et il était tenu d'appliquer cette Constitution. Or, tous les chefs d'État du Congo, y compris le président Sassou, chacun s'est donné sa Constitution. Chacun s'est donné sa Constitution. Alors, donc, franchement, que nous allions, c'est même pour la respectabilité du pays. Parce que 2016 sera un grand rendez-vous pour le Congo, c'est de prouver que nous avons mûri, que nous sommes aujourd'hui un pays qui avance inexorablement vers la démocratie, et le président Sassou lui-même en particulier devait en apporter la preuve de ce que d'ailleurs il assène aux autres à l'extérieur, le respect des institutions. Il n'y a pas d'hommes forts, ce sont les institutions qui sont fortes. Et j'ai entendu, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un capable de remplacer le président Sassou? Le président Sassou, je crois qu'il a donné le meilleur de lui-même. Il faut le féliciter, il faut le reconnaître. Je crois que l'heure de la sortie est arrivée. Et il devait saisir cette occasion, cette opportunité pour quitter, mais avec panache, le pouvoir. Et vous voulez qu'il quitte avec panache le pouvoir, mais en même temps, vous reconnaissez que la Constitution n'est pas bonne. La Constitution consensuelle, c'est 92. Oui, mais on ne va plus revenir puisqu'ils l'ont abrogé. C'est eux qui l'ont abrogé. Ils l'ont abrogé. Mais je vais demander à la réalisation de lui donner encore du temps. Parce que maintenant, l'opportunité politique, si après l'élection de 2016, dans le calme, dans la sérénité, le président qui sera élu pense qu'il y a un débat constitutionnel, parce que ça ne s'impliquera pas, ça ne donnera pas cette impression qu'il le fait pour lui. Or qu'aujourd'hui, à 2 ans de la fin du mandat du président Sassou, si on fait un débat constitutionnel, écoutez, c'est bien clair que l'on fait pour lui. Est-ce que vous serez... Et nous n'aurons pas un véritable débat. Est-ce que vous serez candidat en 2016? On n'en est pas encore là. Je crois que c'est trop tôt, on a 2 ans, être candidat. Et puis la décision appartient au parti. Ah bon? Comme vous avez fait pour le Congrès, on va faire une élection. On verra d'abord. Et au cas où vous êtes candidat, vous avez un programme politique? Nous avons un programme politique. Laquelle? Le programme politique de Pascal Lissouba que nous allons réactualiser. Pascal Lissouba a eu un rêve qui a été brisé. Il a eu un rêve qui a été brisé et nous prendrons l'essentiel de son programme, et bien sûr qu'il faut dépoussiérer, parce que 92-97, il y a une vingtaine d'années, le monde a changé, le Congo également a changé, donc il y a forcément des éléments nouveaux, mais l'ossature, c'est le programme de Pascal Lissouba, dont il a fait un rêve. Il a fait un rêve pour le Congo, pour ce pays. Comme il avait promis d'échanger le Congo à une Suisse. C'est vrai, il aurait pu le faire. Mais il a laissé à une petite Yougoslavie. Vous savez, vous êtes toujours revenu sur la guerre. Non, mais on doit en parler. Sur la guerre. Vous voulez revenir sur un programme qui vous est amené à la guerre. Mais ce n'est pas le programme. Mais la guerre, attendez. Mais la guerre, on fait la guerre à 2. Si on fait la guerre, c'est à 2. Si vous ne voulez pas la guerre, il ne peut pas avoir la guerre. S'il n'y a qu'un seul qui veut de la guerre, il ne peut pas avoir la guerre. C'est ça. Et la paix aussi, on fait la paix à 2. Or qu'aujourd'hui, la paix, c'est le président Sassou. Mais la guerre, ce n'est pas lui. La paix, c'est le président Sassou. Se sont appropriés la paix, c'est lui seul la paix. Mais ça veut dire que c'est lui qui a fait la guerre aussi. S'il s'approprie la paix, il faut qu'il s'approprie la guerre aussi. Pour comprendre le déclenchement de la guerre du 5 juin, il faut remonter à 92 dès que Pascal Lissouba prend le pouvoir. Et vous allez voir tout ce qui s'est passé entre le 31 août 92, au moment où il prête serment, jusqu'à la motion de censure, jusqu'au déclenchement des premières hostilités, jusqu'aux événements de Bakongo. C'est tout ça qui a conduit le pays. Oui, je veux comprendre, c'est tout ça. Est-ce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas voulu respecter le pacte, c'est lui qui a fait que vous gagnez les élections? Quel pacte? C'est le PCT avec Sassou qui a fait que ça en lui, il ne pas être au pouvoir. Mais pourquoi lui-même n'a pas gagné? Il aurait pu gagner. Ne ça peut arriver qu'il ne gagne pas, mais il est faiseur de roi. Et vous n'avez pas voulu. Mais je vous dis, aujourd'hui, regardez, il ne faut pas lui en donner trop. Moi, je le respecte beaucoup, le président. Je pense que lui-même sait
que le président Souba aurait pu être élu avec ou sans l'appui du PCT. Mais pourquoi Parce que le PCT n'a pas dans sa poche les électeurs du Nord, c'est ça. Mais si le président Lissouba pouvait, pourquoi il a alors accepté les propositions du PCT? Mais écoutez, il n'y avait pas de raison de les repousser. Il a accepté. Écoutez, vous êtes dans une situation où on dit, bon, on vous apporte un soutien, quel qu'il soit. Et il n'y a pas que le PCT. Nous avons reçu entre les deux tours le soutien de Yomi Opango, candidat, le soutien de David Charles Ganao, candidat, le soutien de combien de candidats? David Charles Ganao, Yomi représentait quoi en termes de chiffres? Ah, je regrette. Voilà. Ils n'étaient certainement pas en meilleure position par rapport au PCT. Oui. Mais si vous faites l'addition de tout ça, les petites rivières font les grands fleuves. Tous les petits scores de Ganao, de Yombi, ça pouvait donner les résultats. Peut-être pas de 62%, mais on arrivait à 51%, il était élu. Il était élu. Oui. Mais là, vous êtes un peu en contradiction avec M. Mberi Matin. Il est venu ici, il a dit que c'est grâce à lui et le président Sassou qui a fait que le président Lissouba devient président. Et il a encore ajouté que M. Lissouba était un aventurier. C'est injurieux, je n'aime pas ces mots. Vous voyez, tout le temps que je suis resté, je n'ai pas prononcé un mot. Non, moi je suis content que vous êtes là, mais dites-nous. Parce que alors, attendez. Mberi Matin M. Mberi Matin, il y a deux choses. Il dit Pascal Lissouba est un aventurier. Pourquoi avoir travaillé avec un aventurier? Il est venu aider l'aventurier. Parce que sans lui, Pascal Lissouba ne devait pas être président de la République. Avec le président Sassou. Ah bon? Parce qu'il m'a dit c'est des maoïstes, tous c'est des anciens communistes. On a même vu dans le documentaire sur Marien Gouabi. C'est indécent tout ça. Comment c'est indécent? On ne peut pas avoir été collaborateur. Vous savez, il revendique d'ailleurs, le compagnonnage avec Pascal Lissouba. Il le revendique. Il dit qu'il lui. Donc des années, puisqu'il est le mentor. Il situe, il ne peut pas être le mentor. Non, le mentor c'est Pascal Lissouba, s'il vous plaît. Il peut être certainement celui qui a apporté les seaux d'eau à Pascal Lissouba, mais il ne peut pas être le mentor. Excusez-moi, je ne veux pas l'insulter. Il ne peut pas. Non, ça c'est très grave ce qu'il dit, je vous assure. C'est très grave. Je ne sais pas si Martin Mberi, s'il s'entend parler des choses aussi graves, aussi monstrueuses. Et je crois que ça ne le sert même pas. Il doit changer de discours. Alors, on ne peut pas avoir fait un compagnonnage avec quelqu'un depuis 1963, dit-il, jusqu'à la fin de la guerre. Cet homme, alors, il a constaté qu'il est aventurier quand? Pour l'avoir soutenu, pour l'avoir suivi pendant toutes ces années. Comment ça? Ensuite, quand on arrive aux responsabilités, mais Pascal Lissouba est élu par des Congolais. Ils n'ont pas fait un coup d'État avec le président Sassou pour dire « Nous avons fait un coup d'État et nous sommes allés prendre cet aventurier pour le placer au pouvoir ». Il a été à la conférence nationale, il est venu à la conférence nationale. Il a participé, comme tous les Congolais, soucieux du devenir de son pays, il est venu à la conférence nationale. Il s'est porté candidat au poste de Premier ministre à la primature. Il a été battu démocratiquement par André Milongo dans une salle. Il a dit, je prendrai ma vengeance devant le peuple congolais. Il s'est préparé. Mberi Matin à côté, il s'est préparé. Mais c'est lui, Pascal Lissouba. Nous étions tous les lieutenants qui suivons. Alors, cet aventurier, à quel moment il constate que Pascal Lissouba est aventurier? Alors il dit, c'est nous qui avons fait de lui un président. Mais le peuple congolais a fait quoi alors? Mais maintenant, s'il est... Vous savez, mais après Pascal Lissouba, eux qui sont les faiseurs du roi, le président Sassou est devenu président de la République. D'accord. Mais lui, qu'est-ce qu'il a pu faire? Puisqu'il a construit Pascal Lissouba, puisqu'il a fait Pascal Lissouba, c'est lui qui l'a sorti du néant, ce pauvre aventurier. Vous savez, il a tenté lui aussi, mais dans son petit patelin à Mouyonzi, c'est même pas sur l'ensemble du pays. Pour se faire, il n'arrive même pas à se faire élire à Mouyonzi, dans son patelin. Il veut se mesurer à Pascal Lissouba. Je pense qu'il n'atteint même pas la cheville, en ce moment-là. Vous l'insultez. Soyons sérieux. Je suis peiné de dire des choses comme ça, mais comment Martin Mberi peut-il se permettre une telle outrance à l'égard de son aîné, à l'égard de celui qui l'a suivi pendant des années? Il a la liberté d'exprimer. Il a dit, il dit l'aventurier parce qu'il a mené le Congo à la guerre. Bon, alors, la guerre, parlons-en. Mais il était collaborateur, il était ministre. Il avait promis qu'il va faire du Congo une petite suite. Pourquoi vous revenez sur la guerre? Il a la guerre, le jour... Pas de route, rien, catastrophe totale pendant 5 ans. Vous dites des choses... Je ne sais même pas ceux qui nous écoutent ne comprennent pas d'ailleurs ce jugement. Je pose la question. Pascal Lissouba fait 5 ans. Oui. Il prend le pays après la conférence nationale dans une situation économique et sociale exsangue.
Et c'est la conférence nationale qui a présenté ce Congo dont lui, il va hériter. Tout était bloqué. Et c'est le président Sassou, le prédécesseur. Donc, il hérite de quel Congo? De quel Congo? Et on veut qu'en 2 ans, c'est fini, qu'il y ait un mirage. Mais quand on veut construire une maison, vous avez un projet de construire une maison, on commence par quoi? C'est pas par le toit, c'est pas par mettre la peinture, c'est pas par mettre le staff. On commence par les fondations. Une maison solide, ce sont les fondations. Et Pascal Lissouba, dès qu'il est élu, il s'est attaqué aux fondations. Mais quand vous faites les fondations, d'abord vous avez mis les tôles. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Les fondations, ça peut prendre 1 an, 2 ans pour faire les vraies fondations. Surtout si vous voulez faire une grande maison, à plusieurs niveaux, c'est les fondations. Il s'est attaqué dans ce Congo malade dont il hérite en 92. Il dit il faut d'abord les fondations de ce Congo moderne. Les fondations, c'est quoi? Il faut que le pays retrouve sa stabilité économique. Il faut que le Congo retrouve sa crédibilité sur les marchés financiers. Et comment pouvait-il le faire? Nous ne pouvons même pas prétendre à quelques subsides, ni des partenaires multilatéraux, ni des partenaires bilatéraux. Les portes étaient fermées. Et ce n'est pas lui qui les a fermées. Donc vous voulez qu'il construise les routes avec quoi? Il a dit, bon, mais il faut que je trouve de l'argent. Tout ce que nous avons aujourd'hui, parce que le Congo, on dit tant de choses, les routes se construisent, oui, mais avec quoi? Avec l'argent du pétrole. Enlever le pétrole, le Congo est en cessation de paiement demain. Mais le pétrole, les profits actuels qui donnent tant d'argent au Congo, mais ce sont les fondations que Pascal Lissouba a bâties. Et ça, on ne le voit pas. Le petit Congolais ne peut pas le voir. Le petit Congolais ne peut pas le voir, mais je voudrais qu'on conclue. Est-ce que vous voyez bien cela? Le travail titanesque que Pascal Lissouba a battu et qui donne les fruits aujourd'hui. Et les fruits qui nous permettent de construire les routes, c'est bien pour le président Sassou. Je crois que c'est peut-être sa chance d'arriver au moment où le pays peut engranger des bénéfices colossaux pour ses ressources pétrolières. D'accord. Pour conclure notre émission... Et quel président à sa place ne ferait pas avec tant de ressources? Avec tant de ressources, pourquoi ne construit pas les routes? D'accord. Pour conclure notre émission, je vais vous poser une question pour conclure. Pour la Constitution, vous êtes pour ou contre son changement? Je vous assure, je vous le dirai toujours, ni changement, ni révision de la Constitution, parce que juridiquement, ce n'est pas possible, mais politiquement, il n'y a pas d'opportunité pour changer de Constitution. Il n'y a aucune raison. Maintenant, ils disent, le régime, le président, il y a trop de pouvoir, il y a trop de pouvoir. Non, mais il s'est donné des pouvoirs. Il se donne des pouvoirs qui ne sont peut-être même pas constitutionnels, dans les pouvoirs que le président. Dans les pouvoirs du président actuel. Il y a des pouvoirs qui ne sont pas constitutionnels, qu'il s'est donné lui-même. Ce n'est pas la Constitution qui les dit. Comme laquelle, par rapidement? Le président peut emprunter 100 milliards à la Côte d'Ivoire, peut emprunter 20 milliards à tel pays. La Constitution ne lui donne pas tous ses droits. Et sans même en informer le Parlement. Et on apprend par la voie de la presse, comme ça. Et même pas le respect du Parlement pour dire d'où vient cet argent d'ailleurs que l'on donne. Parce qu'il n'y a pas d'inscrit. Nous n'avons pas de fonds souverains. Le fonds, c'est maintenant qu'on va le constituer. Et on dit, bon, mais c'est de l'argent qu'on prend de notre fonds souverain. Si c'est l'épargne, mais l'épargne, il est dit pour la gestion de l'épargne qu'il faut l'autorisation du Parlement pour prendre de l'argent dans ce compte-là. Mais on peut se demander d'où vient l'argent que l'on prête si facilement à ces pays. D'accord, mais je vais vous poser une autre question. Votre bien, vous avez déclaré vos biens? Vous-même, vous avez déclaré vos biens? Mais je ne peux pas le déclarer à ma maison. On ne m'a pas appelé. C'est ça, c'est l'organisation de l'État. Aujourd'hui, si on me dit, M. Sati Mabiala, la loi est prise, les décrets sont pris, maintenant, venez, en tant que député, venez déclarer votre patrimoine. Je n'ai pas grand-chose. Le lendemain, je suis devant, si c'est la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême. Mais pourquoi ils ne font pas? Voilà, on dit que la Constitution est mauvaise, mais voilà une très bonne disposition pour limiter la corruption. Et cet enrichissement qu'on observe dans le pays, d'où est-ce qu'on a de l'argent pour tout ça? Les gens ne déclarent pas leurs biens. Voilà une telle disposition. D'accord. Et si le recensement administratif, vous attendez que le ministre de l'Intérieur vous appelle, vous n'avez pas fermé les portes? Nous n'avons pas fermé les portes. Nous avons même écrit au président du comité technique pour demander qu'on réactive la sous-commission vérification des résultats. Vous voyez jusqu'où on avait tout prévu. Cette sous-commission n'a pas travaillé. Il y avait une sous-commission qu'on appelle vérification des résultats. Mais que cette commission nous dise
Est-ce qu'elle a travaillé? Est-ce qu'elle a vérifié ses résultats? La vérité n'a pas travaillé. La CONEL avait également la mission de contrôler le recensement. Est-ce qu'il y a un rapport de la CONEL? Donc avant de publier les résultats, il faut s'assurer que le contrôleur qui avait été désigné a fait son travail et a produit un rapport. La commission qui était chargée de vérifier les résultats a fait son travail, il y a un rapport, il n'y a rien. Bon, ok. Monsieur Tchachim Abiala, c'est un honneur de vous recevoir une fois de plus. C'est un honneur pour moi. Oui. Et j'espère qu'un de ces jours, vous aurez le temps d'avoir un débat avec le secrétaire général du Parti congolais du travail sur la révision ou le changement ou pas, la nécessité de changer ou pas, la constitution de 20 janvier 2002. Voilà, c'est la fin de